Retour en studio ce matin pour décrypter quelques actualités à la une des quotidiens. Et pour cet exercice, j'ai trois confrères en studio. William Cliquant est de la télévision Canal 3. William, bonjour. Bonjour Samuel, bonjour à tous. Deuxième débatteur dans cette émission, Gaspard Adjamoussi est le directeur de publication du quotidien Adjakia News. Gaspard, bonjour. Bonjour Samuel. Troisième débatteur, il n'est plus à présenter, directeur de l'information de Crystal News, Vigile Avancé, bonjour. Bonjour Samuel, bonjour à tous. Le site d'information Banuto titre ce matin, confession religieuse au Bénin, l'Union islamique quitte le cadre de concertation, démission également de son président. Apprend-on dans les liens de ce site d'information, Vigile Avancé, une information qui vous a surpris? J'avoue oui, parce que rien ne signalait, n'est-ce pas, ce départ de l'Union islamique du cadre de concertation des confessions religieuses. Le cadre de concertation des confessions religieuses, CCCR, a fait une sortie il y a quelques jours pour demander que le code électoral pour la paix, au nom de la paix, soit relu, soit corrigé, on va dire, à l'Assemblée nationale. Et donc, est-ce que ceci est lié à cela? Certainement, parce que vous avez dit Union islamique du Bénin, il avait déjà quelques antécédents liés toujours au même sujet. Donc pour moi, c'est sans doute cela qui est réapparu avec cette conséquence, deux conséquences. La première, c'est que l'Union islamique du Bénin se retire du cadre de concertation des confessions religieuses du Bénin, avec pour conséquence le retrait également, sinon la démission du président du cadre, puisque c'est un imam qui était donc le président de ce cadre de concertation. L'IUB qu'il représentait n'étant plus membre de ce creuset-là, d'office, ça coule de source, que lui également, il part. Et voilà donc ce qui s'est passé. Avez-vous appris, William Cliquant, que l'Union a quitté début septembre ce cadre? Non, la sortie de l'Union ou le retrait de l'Union 2 jours après la sortie du cadre de concertation des confessions religieuses, cette information n'a pas fait le tour du monde comme celle de l'avant-veille. Parce qu'en fait, les événements de Parakou, vous vous en rappelez, au sujet du code électoral dans la communauté musulmane, le bruit, le tollé autour. Vous vous rappelez également du lynchage médiatique qui a suivi la sortie des religieux et entre autres intervenants, le président qui est un représentant de l'Union islamique, le président du cadre de concertation des confessions religieuses, qui entre-temps est le représentant de l'Union islamique. Donc voilà des précédents qui entre-temps ont intéressé, ont fait opiner les populations, mais en fin de compte, la sortie discrète soit-elle, permettez que je le dise ainsi, si des professionnels de l'information n'ont pu le savoir, et si ce n'est qu'à la démission maintenant du président en se retirant, parce que l'Union s'est retirée, lui-même se rétracte et qu'il quitte son poste, si ce n'est que maintenant que nous apprenons le retrait de l'Union islamique du cadre de concertation, un peu, je sais pas, des jours après, je me dis qu'il y a eu un malaise. Le code a divisé les religieux, sinon précisément le code a divisé les musulmans, la communauté musulmane. Gaspard Adjamoussi, pourquoi nous a-t-on caché le retrait de l'Union islamique? Je ne sais pas si on l'a caché. On l'a pas su depuis le 5 septembre. Oui, on ne l'a pas su parce que nous sommes des journalistes. Peut-être que nous n'avons pas cherché également l'information. Une telle information doit d'aller la chercher. On doit dire l'opinion désormais. Bon, l'UB de toutes les façons, on l'a su finalement. Donc, est-ce que c'est caché délibérément ou bien c'est nous qui n'avons pas cherché? Je le dis encore une fois, parce que même si l'information n'est pas apportée demain, nous avons vocation à aller chercher l'information pour c'est nous qui l'avons annoncé également à l'opinion aujourd'hui. Et donc on l'a eu. Voilà. Donc on l'a eu finalement. Et donc moi ce qui me désole, c'est vrai que j'ai entendu dire que le code a divisé les confessions, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt les politiques qui divisent. Absolument. Le cadre de confession. C'est pas le code en tant qu'instrument, mais c'est l'instrumentalisation que les politiques font du cadre de concertation qui emmène et cette division. Et je suis désolé en ce sens que j'estime que quand même ce cadre de concertation qui réunit les personnalités religieuses du pays, donc, devait être le dernier recours par rapport aux situations que connaît notre pays. Et donc, si on en arrive
à instrumentaliser ce cadre-là au point où cela a tendance à voler en éclats, il y a de quoi s'inquiéter. Je le dis parce que, au fait, vous avez évoqué tout à l'heure le malaise de Parakou, mais c'est pour cela que je dis que c'est les politiques. C'est parce que des politiciens ont instrumentalisé justement et leur ont fait dire à certains religieux que le code est bon. Je crois bien qu'il n'y avait pas lieu de réviser, en s'opposant à d'autres qui pensaient qu'il fallait réviser, que ce malaise-là est intervenu en ce moment-là. Et je crois qu'il y a eu un groupe de cadres protestants qui sont allés dans le même sens en disant que ce code est bon. Est-ce que les religieux ont vocation à venir dire ces choses-là? Moi, je pense que, comme je l'ai dit tantôt, j'estime qu'ils doivent les derniers recours. Ils peuvent ne pas être d'accord, moi, je pense. Ils peuvent avoir leur opinion. Mais ils n'ont pas vocation à dire tel a raison, tel a tort. Ils ont peut-être vocation à intervenir au moment où la situation est critique pour essayer de rallier les différents points de vue. Mais quand eux-mêmes, ils se laissent instrumentaliser, deviennent pratiquement acteurs politiques, on peut arriver à la situation où on arrive. Parce que, vous savez, quand on dit cadre de concertation des confessions religieuses, c'est plusieurs tendances, confessions qui se retrouvent dans le cadre. Et je crois que les positions peuvent ne pas être les mêmes. Donc, ils doivent faire en sorte de sauver cette unité-là de face et de savoir comment aborder les sujets. Je crois que c'est la manière dont ils ont abordé ces sujets-là qui ont amené à cette situation que nous avons connue. Et quand on parle moi, ce qui m'a aussi surpris, c'est que quand il faisait la déclaration de la dernière fois, j'ai bien vu l'imam central de la... Bien sûr, il est même intervenu, il avait fait le discours d'ouverture. Et donc, je suis surpris, parce qu'il était, je crois, le président de l'Union islamique du Bénin. Il y a quelques mois, il a passé le témoin à celui qui est actuellement. Et s'il était présent et s'il a pris la parole, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que toute la communauté musulmane se rétracte finalement? Je suis surpris. Vigile Arancel, l'Union a indiqué que la décision prise pour se retirer est issue d'une réflexion profonde, motivée par des raisons de convenance et de vocation, de principe. Raison de convenance. Quand on dit raison de convenance, on ne dit rien. Il faut dire clairement les choses. Ils auraient pu dire, voilà, quand ils ont réfléchi, ils ont abouti à quoi? Ils ne nous disent pas, ils ont abouti à des convenances. Quelle convenance? En fait, ils parlent de vocation également. Vous savez, la question, c'est de savoir quand est-ce que les religieux doivent pouvoir intervenir sur la scène politique. Le mal est très profond. Le mal est très profond. Moi, je ne peux pas leur reprocher d'être intervenus maintenant. Pourquoi? Parce que quand est-ce qu'ils devraient pouvoir intervenir? Quand la paix serait menacée à terre, ou il faut intervenir par prévention. Je crois que c'est ce qu'ils auraient dû faire. Si c'est la politique, eh bien, moi, je soupçonne que même le cadre de concertation est né avec la politique, de la politique. Le cadre de concertation est porté sur les fonds baptismaux en 2010. Quand vous voyez 2010, c'est la veille de la réélection de Boni Yayi. Et vous connaissez les relations de Boni Yayi avec les religieux à l'époque. Ils se disaient qu'ils avaient d'emprise sur le chef de l'État d'alors. Et donc, il fallait pas laisser le tout partir comme ça. Sans doute, le cadre a été créé ainsi. Voyez-vous, avec d'autres, puisque c'était les évangéliques notamment, avec d'autres entités religieuses, ça a été fait. Donc, c'est même né de la politique, le cadre lui-même. Et donc, aujourd'hui, je crois que avec ce chantier, ça n'engage que moi. C'est quand même noble. Qui dit paix dit quand même, disons, une cause noble. Voyez-vous, il n'y a pas, comment dit-on, il n'y a pas à prendre il n'y a pas à avoir de pudeur à se prononcer sur ces choses-là. Quand nous voyons dans d'autres pays ces velléités là où ça conduit, faut-il dire que non, nous sommes journalistes, nous ne devons pas prendre parti. Quand un journaliste prend parti pour la paix, il n'a commis aucune faute. Au contraire, c'est même sa mission, la mission sociale du journaliste, de prendre parti pour la paix, pour l'intérêt général. Donc, je pense que le cadre, même s'il a été motivé, même s'il pourrait avoir été motivé par des acteurs politiques, puisque nous avons dit que même religieux, il est d'essence politique par ailleurs, si des acteurs ont pu être entretenus par des politiques pour, disons, réchauffer ce sujet, comme on dit chez nous, pour réchauffer ce sujet, mais c'est normal. C'est bien normal. D'ailleurs, est-ce que on n'était pas interpellé par ce silence qu'il avait autour de ce
essentiel, alors que on allait se promener à Niamey, on voyait que on a violé les frontières du Togo, et qu'est-ce que j'oublie encore, Ibrahim Traoré parle là-bas, alors que nous avons des choses, alors qu'il a la tornade, n'est-ce pas, qui roule dans notre ciel et qui délibérément va s'abattre sur nous. Donc, ces gens n'ont fait que réveiller l'opinion. Ils n'ont fait qu'une œuvre salvatrice. Et moi, je continue à lier ça, cette décision-là, à la sortie de Parakou. Rappelez-vous, même la sortie de Parakou, rappelez-vous comment cela s'était soldé. C'était déjà soldé par la division de l'Union islamique du Bénin, avec, je crois, la tendance, neutralité, qui a fini par l'emporter. Et ils ont dit, on calme les choses et ils se sont démarqués clairement de ce qui s'est fait à Parakou. Et déjà à l'époque, nous avions appris que eux également, ils étaient entrepris. Notamment par un ministre d'État qui avait appelé les acteurs et qui avait reprimandé ceux qui s'étaient pointés à l'activité du clergé catholique. Qui aurait... Non, écoutez, en plus, vous savez, quand vous avez été à la source, vous faites moins preuve de prudence, de tout le reste. Il faut dire les choses pour que chacun sache qu'on se voit, qu'on sait là où chacun se couche. Voyez-vous? Et il n'y a pas que le même ministre d'État oui, a appelé d'autres avant ça même pour demander, mais il paraît que vous organisez telle chose, mais c'est quoi avec toi et tes évêques là, etc., etc. On connaît ça. Donc il faut qu'il sache. Lui, le ministre d'État, que je ne nomme pas, je ne sais pas combien ils sont dans le gouvernement. Ils sont à peine deux. Bon, s'ils sont deux, je n'ai nommé personne. Mais qui peut le dire? On s'imagine. C'est votre problème, William, si vous vous imaginez. Dans tout cas. Et donc voilà. Donc, le politique ou les politiques, ils sont à la manœuvre d'un côté comme d'un autre. Encore qu'on n'a même pas encore la certitude que, du côté du cadre de concertation, c'est des politiques qui les ont aiguillonnés, qui les ont activés. Moi, je n'ai pas d'éléments pour l'instant par rapport à ça. Mais quand on connaît un acteur comme le pasteur Michel Alopo, très proche de Boni Yayi, on peut s'imaginer aussi des choses non visibles. Je l'ai reçu ici sur ce plateau, il vous a dit que avant, oui, il lui arrivait de prendre le café avec Boni Yayi, mais ils ont pris encore du café il y a longtemps. Donc, c'est plus Boni Yayi qu'il voit régulièrement. Ils prennent peut-être la bouillie. Bon, quand il se voit peut-être. William, sur les raisons évoquées par l'Union. Vous savez, l'Union divisée et après avec une superficielle entente sur la question du code électoral n'étonne pas en voulant que le code électoral ne refasse pas surface avec l'empreinte de l'Union islamique. On comprend cet idéalisme. Mais ce qui me gêne, moi, c'est comment des religieux, des personnalités morales, leaders d'opinion, d'une certaine maturité, qui pourraient prendre, sinon sont prétendument détenteurs de cette jugeote pour aller se mettre au-dessus de la mêlée avant d'analyser un fait si grand comme une loi électorale, comment, pour des convictions personnelles, sous des menaces peut-être, ou sous des appétits que nous ignorons, des intérêts, pourquoi pas pécuniaires par endroit, pourquoi pas de sympathie ou d'empathie pour une personne ou l'autre, ou des camps politiques, qu'un sujet si grand soit mis sur la table et que toutes ces séquences ou toutes ces appréciations priment et prennent le dessus sur l'objectivité. Sinon, je ne vois pas une autorité comme des autorités religieuses venir sur la place publique dire une chose et pour les mêmes faits se dédire et surtout ne pas avoir le courage et faire comme l'autruche, se recroqueviller, ne plus avoir les moyens de revenir dire en fait c'est au nom de cette pomme de discorde que je repars. Et on essaie d'entourer un mythe alors que c'est un secret de polichinelle, on sait bien ce qui pourrait diviser le cadre de concertation. Vous avez parlé de Michel Alopo et Vigile est revenu sur les antécédents du cadre de concertation. Moi j'aimerais m'attabler là-dessus. Je ne conçois pas que des religieux soient
des caisses de résonance des différents camps politiques. Parce que je pense qu'ils ont un léger arbitrage, ne serait-ce que moral. Ils n'ont aucun statut juridique peut-être, mais parce que, vous savez, nos chefs traditionnels, nos chefs coutumiers n'ont aucun statut dans la République, mais nous sommes sujets à eux, un peu comme nous sommes des citoyens soumis aux lois de la République du Bénin. Au nom de cette personnalité morale qu'ils sont pour nous, je comprends, je tiens à ce qu'ils soient au-dessus du débat. Et justement, pour légitimer leur opinion, pour faire de la démarcation entre leur opinion et le débat politique passionné, partisan de chaque camp politique, il devrait se revertir de cette neutralité-là. Pour moi, le religieux doit parler quand il s'agit des lois électorales ou de la Constitution surtout. Est-ce qu'on peut parler sans prendre parti? On peut parler sans prendre parti, comme on peut parler en prenant parti. On peut même prendre vertement parti. Mathieu Kérékou est allé s'inscrire pour la LEPI dans une période de tumulte, ancien président soit-il, désengagé des faits, pour dire en fait, je ne suis peut-être pas d'accord avec Boni Yahi, mais pour la continuité du jeu électoral, je suis pour la LEPI. Ça a émoussé un peu l'ardeur du côté de l'opposition. Je suis de ceux qui pensent que les personnalités morales peuvent mal envenimer aussi un débat avec des prises de position toutes faites, comme le pape qui prend fait et cause pour l'homosexualité. C'est au nom de cela que ceux qui sont censés être dans une position d'arbitrage, de conseil, doivent être dans la méthode. C'est pour ça que j'ai salué par exemple la démarche du clergé. Le clergé a commis des experts. Moi j'ai participé aux travaux. J'ai vu beaucoup de hauteur, même s'il y a la coloration politique, l'hyperprésence des politiques, ça, on ne peut pas l'exclure. C'était un débat beaucoup plus politique, c'est un débat sociétal. Mais quoi qu'on dise, il y a eu de la science, de la méthode, un grand débat autour. Je comprends aussi que le cadre de concertation n'a pas voulu laisser le clergé aller solitairement dans une sollicitude, sur la question du code électoral. Pour moi, ils se sont mépris. C'est-à-dire, le contexte s'y prêtait tellement. On avait besoin d'écouter des voix audibles par ces temps, à tel point que, en se laissant diviser par la politique, en se laissant instrumentaliser, beaucoup ont lu entre les lignes des motifs, du visa de cette décision qu'ils ont lu. Ils ont senti des positions toutes tranchées. Pour moi, ce n'est pas exclu. L'Église, depuis avant la défenestration de Prague, l'Église et l'État étaient confondus depuis la nuit des temps. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a une frontière vraiment étanche ou un mur de Berlin entre les religieux, les grands religieux, parce que les fidèles vont à eux, ils se confessent. Même le président de la République, il a dit qu'il est catholique, qui a dit qu'il n'a pas un prêtre chez qui il se confesse. Donc, au nom de cela, écoutant tout le monde, pour moi, ils ont les moyens de venir dans le débat. Mais cette manière n'est pas bonne. C'est pour ça, moi, je propose, et je finirai là-dessus, Sam, que je propose que les religieux s'écoutent avec un peu plus de neutralité pour revenir sur la question du code, pour qu'on sache que le débat sur le code est moins passionné, et surtout que ceux qui colorent le débat du côté de l'opposition ou de la mouvance puissent voir clair et savoir qu'il y a des choses qui sont dénoncées et qui tomberaient sur la tête de tout le monde, qu'on soit mouvancier ou opposant. Il y a des verrous qui crevent l'œil. Il y a des choses qui pourraient nous rattraper dans ce code et on devrait davantage s'écouter. En fait, on écoute moins quand les colorations sont trop vives, quand les apparences sont trop proches d'un camp ou de l'autre. William, malgré... Si vous permettez, moi je veux bien comprendre, William. Est-ce que ça veut dire que le clergé n'aurait pas dû prendre cette initiative sur le code électoral? J'ai apprécié l'initiative du clergé, j'ai apprécié même sa méthode. Mais pour moi, l'Union islamique, en soutenant ou non le clergé, s'y est mal pris. En fait, le cadre de concertation s'y est mal pris, justement. Parce que aujourd'hui, ça donne de l'eau au moulin de ceux qui pensent que le clergé prenait position pour l'opposition en organisant des travaux comme cela. C'est-à-dire, les religieux sont en train de prendre fait et cause pour l'opposition. Alors que pour moi, le débat que les religieux mènent est un débat que tous les Béninois doivent mener. Le débat sur le code électoral, sur les récriminations, sur les peurs qu'il y a, les verrous, sur la question des candidatures, sur la question de la participation, les gros paniers à crabe que nous avons comme de grandes formations politiques qui sont censées nous donner les candidats, et nous sommes à moins de 2 ans et on ne voit rien. Pour moi, le débat devrait se mener, et surtout, les personnalités morales, avec la teneur de leur discours, devraient amener les institutions de la République à comprendre l'enjeu du code électoral. Mais si ceux-là ont des raisons de trouver que les chapelles morales sont en train de se rapprocher des
des chapelles politiques d'un camp ou de l'autre, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, cela va envenimer le débat. Cela ne va pas donner place à la neutralité du débat qui devrait être quand même caractéristique de l'intervention des personnalités morales. Mas Gaspard Adamossi, est-ce que les religions ont toujours leur place en politique? Dans un débat où on caricature vite les gens, où on étiquette mieux les acteurs politiques ou les religieux? Non, les religieux ne sont pas moins des citoyens que les autres, donc ils ont droit au débat. Et c'est en cela que j'épouse un peu la position de William qui a tendance à dire, oui, toute vérité n'est peut-être pas bonne à dire. Vous savez, il y a déjà une position tranchée au niveau des politiques où on voit l'opposition d'un côté avec sa position, où on voit la mouvance de l'autre. Je crois que le cadre de concertation ne devrait pas, à mon sens, s'aligner comme si elle s'alignait sur une position politique. Vous savez, dans un passé... Non, mais sa position peut finir. Oui, je suis d'accord, mais avec de la méthode, manière oui, c'est ce que je dis aussi, avec de la méthode. Et c'est en cela que je dis dans un passé récent. D'ailleurs, même dans le présent. Moi, je me délecte parfois des positions du clergé catholique, de la communauté, comment on les appelle, du clergé catholique, je veux dire. Oui. Souvent, quand ils analysent les faits politiques ou les faits de société, ils finissent souvent par un message. Et quand vous lisez ces messages-là, que vous soyez d'accord avec eux ou pas, vous y voyez de la méthode, vous y voyez du bon sens. Et vous vous dites, tel que le sujet est abordé, vous ne verrez jamais une prise de position pour dire tel a raison, tel a tort. Et dans un passé pas si lointain que ça, quand il y a des crises dans le pays, quand vous voyez un Ganti de regretter mémoire solliciter une audience et aller voir le chef de l'État et dire quelques mots sur un sujet au sorti de l'audience, vous voyez une certaine décrispation. C'est une voix de la sagesse. C'est une voix qui ne vient pas dire « toi tu as raison, toi tu as tort ». Mais c'est une voix qui essaie d'arrondir les angles. Et je crois que c'est ce qui manque aujourd'hui, à mon sens. Aujourd'hui, les gens ont tendance, et par rapport à la manière dont ils abordent les sujets, ont tendance à montrer qu'ils sont d'un camp ou d'un autre. Moi, j'estime que la position du cadre de concertation ou la position du clergé catholique peut s'aligner sur la position de l'opposition. Mais la manière de l'exprimer peut ne pas être la manière de l'opposition de l'exprimer. On a comme l'impression aujourd'hui que il y a un peu comme une course contre la montre où on cherche à se rallier les différents camps. On a comme l'impression qu'aujourd'hui, la position du pouvoir talon, c'est comme si ils sont en train de perdre une guerre que les confessions religieuses sont en train de s'aligner du côté. C'est une grosse ignorance. Voilà, tout à fait. Mais ça a vocation à faire quoi? Ça a vocation peut-être à braquer les partis les uns contre les autres. Parce que le cadre de concertation peut aujourd'hui se retrouver, comme vous l'aviez dit, dans un rôle d'arbitrage. Mais si aujourd'hui on a déjà comme l'impression qu'ils sont d'un côté, comment feront-ils l'arbitrage? C'est pour cela que la manière d'aborder le problème doit être différente de la manière dont les politiques ou les autres abordent. En tout cas, c'est mon opinion sur le sujet. Ils peuvent dire la vérité, mais la manière de dire la vérité aussi peut compter. Encore que le clergé catholique a abordé cette question du code électoral avec manière, en organisant ce séminaire qu'on a eu. Et malgré ça, le gouvernement est tombé dessus, vigilant. Bon, moi, je crois que c'est... Mes chers confrères, Dieu sait que je les apprécie, sincèrement. C'est eux qui arrondissent les angles ici. Non, moi, je me pose une question. Face à tout ce que vous venez de dire là, oui. Vous dites manière, vous dites méthode. Qu'est-ce que le cadre aurait dû faire? Parce que moi, j'ai particulièrement suivi leur sortie médiatique de la dernière fois, d'il y a une semaine, exactement, par ailleurs. Où ils ont dit, le clergé catholique a parlé. Oui. A posé des actes, a fait un colloque assorti d'actes, appliquer ces actes-là. Et ils ont dit, tel point, prenez-les, appliquez-les. C'est ça la méthode qui est en cause. Moi, je ne comprends pas, sincèrement. Parce que, non, sur ces sujets-là. La méthode, c'est le discours. Oui. C'est le considérant. C'est Michel Alorpo qui lit des déclarations. En fait, les 8 recommandations du cadre de concertation du clergé sont trop claires, trop limpides, trop scientifiques. Accordent tout le monde, même les mouvanciers vous diront sous boisseau, qu'en fait, ce sont des choses qu'ils ont relevées dans le code électoral, mais la volonté politique actuelle est de mettre ces verrous. Donc, pour soutenir un fait comme ça et ne pas ressembler à un partisan, il fallait juste savoir qui choisit. Imaginez-vous, par exemple, que l'Union islamique ne nous réserve pas
cette surprise qu'elle nous a réservée au lendemain de cette sortie, personne ne saurait qu'il y a eu manipulation. On trouverait que ce sont des... parce que pour moi, il y a de la manipulation politique. Ils ont parlé de convenance. Quelle convenance? Quelle convenance? Et ça montre qu'il y a une forme de discorde qui a commencé depuis Parakou et qui continue. Imaginez par exemple... Mais ça, c'est à l'interne, c'est à l'UB, ça. Mais ça se fait voir. Ça montre que le cadre ne s'est pas totalement accordé, qu'on est peut-être passé en force, alors que sur une question comme celle-là, il y aurait un sursaut, il y aurait une harmonie, on s'entendrait tous sur le fait que ce que nous voulons bien éviter est bien grand, et au nom de cela, il faut que tous nous accordions. Moi, et ces éléments que vous avez évoqués, William Keka, vous avez parlé tantôt des intérêts, des connexions avec telle ou telle chapelle, de chaque imam, de chaque religieux. Et où est-ce que vous mettez ça? Parce que c'est finalement ça qui décide. Tout le monde est d'accord. Même jusqu'au ministre d'État appelant. Eh bien, tout le monde est d'accord que cette cause-là est noble, la cause de la paix. Et tout le monde est d'accord que, en l'état, si le code est appliqué, que probablement ça va amener des violences, des contestations. Tout le monde est d'accord. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Oui, Virgile, quelle est la démarche que le cadre de concertation a menée vis-à-vis du chef de l'État, par exemple? Quelle est la démarche que le cadre de concertation a amenée vis-à-vis de l'Assemblée nationale, vis-à-vis du président de la Commission des lois, vis-à-vis du président de l'Assemblée nationale, vis-à-vis même des partis de la mouvance présidentielle et vis-à-vis des autres? Vous savez, après tout cela, si ils ne se font pas entendre, ils peuvent venir prendre l'opinion à témoin. Mais s'il n'y a pas eu cette démarche en amont et qu'on prend position comme si on dénonce un camp contre un autre, qu'on verrait avec moi que les autres aussi se braquent et estiment que c'est pas la bonne méthode. Enfin, moi, j'estime qu'il y a quand même la méthode a manqué un peu. Encore que, comme vous le dites, quand ça se passe comme ça, c'est vrai qu'il n'y a pas, comme l'a dit William, peut-être l'entente parfaite entre les différents camps. Mais quand il y a cette faille-là, ne demandez pas aux politiques de ne pas rentrer, de fragiliser pour montrer que ça ne va pas. Les politiques, pour moi, n'ont pas fragilisé. Les gens se sont laissés fragiliser. Voilà, les gens se sont donnés aux politiques. Quand vous êtes une personnalité morale et que vous voulez intervenir sur des sujets comme ça, en asseyant votre légitimité et devant prendre de la hauteur sur le sujet, vous prenez des égards, vous prenez de la distance avec les politiques. Et c'est justement ça que j'évoquais dans l'analyse de Vigile. La grande immixtion, ceux qui sont proches du pouvoir et qui arrivent à recevoir des instructions pour semer le trouble à l'intérieur sont blâmables au même titre que ceux qui vont se rapprocher de l'opposition pour avoir les arguments, alors que scientifiques, juristes, politistes, sociologues, tous vous diront que ce code a des choses sur lesquelles il faut revenir. Pour ça, la hauteur que vous prenez fait votre crédibilité face à votre interlocuteur, surtout que vous êtes face à un pouvoir qui, du point de vue des libertés, des droits civils et politiques, a déjà montré cet art la plupart du temps durant et sur plusieurs rendez-vous électoraux. Au nom de cela, vous ne devriez ressembler à aucune couleur protagoniste, vous ressemblez à la neutralité parfaite et vous asseyez votre discours. Ce cadre a besoin de se refaire une santé, de se refaire une image. Ce cadre a besoin de se légitimer dans l'opinion, de prendre de la hauteur vis-à-vis des politiques et de revenir sur cette question parce qu'elle a besoin d'être débattue, et surtout pas des gens qui savent prendre de la hauteur et qui savent apprécier les éléments chrysogènes dans l'avenir de notre pays. Si vous faites ce procès au cas de concertation des confessions religieuses, quel procès vous voulez faire au clergé catholique? Non. Qui a pourtant essuyé les mêmes insultes. Et aujourd'hui, oui. Je pense qu'on a mal agi en voulant soutenir le clergé de cette façon. Il fallait aussi soutenir le clergé dans une démarche comme celle qui a été sienne, et on dirait de deux. On chercherait une troisième voie. La société civile qui, aux portes de la commission des lois de l'Assemblée nationale, n'a pas été reçue, malgré les dispositions législatives et réglementaires de notre pays qui permettaient que la société civile soit écoutée sur des questions de grandes préoccupations comme celle-là, qui a proposé des choses à l'Assemblée nationale, qui l'a battu du revers de la main. Cette société civile, cette plateforme électorale va encore sortir avec des éléments nouveaux pour dire nous faisons des plaidoiries, nous faisons des plaidoyers aussi, si vous voulez, qui n'aboutissent pas. Attention, messieurs, l'alerte doit monter parce que nous approchons l'échéance régionale, de l'instrument régional qui dit que 6 mois avant les élections, il ne faut pas toucher les textes électoraux. En plus de ça, il y a des recours de juristes, toujours sur la question du code électoral. En fait, plus l'alerte monte et plus ceux qui montent l'alerte sont dans une clairvoyance, ont moins de coloration politique,
plus on sent que le débat il est national, le débat, parce que vous savez, à une certaine époque, les gens avaient quelques billets de banque à partager à des jeunes de Cotonou pour entrer dans les rues pour défendre des causes. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, il n'y a que quelques éveillés qui prennent le courage de parler sur les antennes. Dieu seul sait qu'ici à Cristal, vous avez toutes les difficultés à trouver des gens qui puissent vraiment vouloir parler. Ils sont prêts à vous dire les choses au téléphone, mais ils ne veulent pas venir dire ça sur les antennes de Cristal. Peut-être très peu veulent en parler. Et dans le débat public, universitaire, scientifique, personnalité morale, ancien responsable, ancienne personnalité ayant eu des charges dans ce pays, des gens qui peuvent se faire écouter parce que l'atmosphère est trouble, personne ne veut parler. Donc ceux qui parlent finalement doivent se donner toute la légitimité de convaincre les Béninois en disant que, en montrant que ce qu'ils défendent, ils le défendent de cœur et non pas pour une chapelle et autres. Parce que ce que le cadre a fait en se laissant diviser, en se laissant diviser par les politiques, décrédibilise le pas de fait avec le clergé sur la question du code électoral, décrédibiliserait peut-être à l'avenir une autre initiative de personnes censées être loin de l'action politique et qui devront des gens qui devront après peut-être opiner sur le code électoral. Alors qu'en l'État, il faut en parler. Il faut des gens pour en parler. J'appelle à des voix audibles, sincèrement. Vigile Aroncet, quand on a un interlocuteur en face qui bouche les oreilles, est-ce qu'il ne faut pas aller de sa manière? Non, la manière compte. Je ne suis pas contre la manière. La manière compte, comme l'ont suffisamment dit les confrères, pour être crédible. Voyez-vous? Et c'est surtout parce que vous avez l'interlocuteur qui bouche les oreilles, les yeux et tout. Qu'il ne faut pas se laisser avoir. Qu'il ne faut pas se laisser avoir. Il faut faire en sorte de le montrer comme l'unique responsable de ce qui pourrait advenir. Donc, en ayant pris toutes les précautions. Parce que vous l'avez dit, vous également, il est aux aguets et il envoie ses communicants, n'est-ce pas, surfer sur vos erreurs, surfer sur vos insuffisances. Donc, face à un adversaire aussi structuré, mais il faut un minimum, n'est-ce pas, d'organisation, de précaution également pour être crédible, pour passer. Cela dit, moi je ne sais pas, oui, ils auraient pu faire d'autres types d'activités parce que ceux dont vous parlez, et Gaspard Diamossi et William Krikan, ceux dont vous parlez, moi j'appelle ça plutôt d'autres types d'activités, des gradations, d'autres niveaux d'activité. Mais faire une conférence de presse au lendemain de la sortie du clergé catholique qui semble avoir été oublié avec ses paroles, ses conseils, ses exhortations, ses actes pour dire, ah mais, chers Béninois, vous savez que le clergé a parlé hier, ça gronde, ça arrive. Moi je ne vois pas en quoi c'est une prise de position pour un camp politique. Oui, même nous dans notre métier, ne nous arrive-t-il pas de prendre position une position. Mais bien sûr, ne nous arrive-t-il pas de jeter nos arguments qui rencontrent, n'est-ce pas, les intérêts d'un camp politique? Est-ce pour autant qu'on appartient à ces camps? Non. Je crois que c'est ce qui est arrivé également. Jusqu'au moment où on aura démontré que un de ces soirs à Zongo, à Kadieng, ou je ne sais dans quel quartier de Cotonou, on a pu voir des éléments du cadre de concertation avec d'autres acteurs de l'opposition, n'est-ce pas, pour concocter ce qui s'est passé. Moi, je n'ai aucun élément pour l'instant pour le dire. Je ne dis pas que cela n'a pas pu être possible. Parce que c'est moi qui ai dit qu'à l'origine, ils étaient politiques, ils sont nés là-dedans. Peut-être même qu'ils en ont fait une activité, qui sait. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'éléments. Et secondo, et c'est l'essentiel, mais celui qui appelle à la paix, même si c'est le fou du quartier, moi je vois aucun problème avec. Mais l'essentiel là, c'est ce sur quoi il attire l'attention. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça va arriver? Est-ce que au nom de la méthode on va dire bon que ça nous arrive? Non, on ne le dirait pas. Mais celui dont Samuel fait le portrait là, celui-là qui bouge les oreilles, William a dit tantôt qu'il n'y a plus de possibilité de distribuer les billets de banque à Cotonou, donc on a fini avec ce temps. Et moi, une mauvaise idée, une mauvaise image m'est arrivée à l'esprit. Et si c'est le distributeur de banque qui était désormais aux commandes?
Voyez-vous? Donc, quand on a un contexte du genre, on fait quoi? On flagelle seulement ceux qui ont des faiblesses, ceux qui ont pu lever le bras parce que ils se sont fait voir par l'autre. Est-ce que c'est ça? Non, pour moi, la faute, elle est là et elle doit être dénoncée. C'est l'essentiel. Après, on peut dire, non mais écoute, tu nous as envoyé dans telle ou telle imprudence, tu aurais pu faire ceci pour être plus commode, pour être plus... je ne sais pas. Mais la faute reste d'abord ces gens-là qui délibérément se sont enfermés pour fabriquer un code électoral du genre. Parce que c'est pas des... On les connaît tous. C'est pas des gens qui ne savent pas que ce code apporterait ces conséquences dont on parle. Donc, ils l'ont fait délibérément. C'est des gens qui sont assez intelligents, qui ont tout de normal, a priori. N'est-ce pas? Mais qui ont quand même généré un tel truc qui amène, comme dirait l'Ivoirien, bang-bang dans la cité. Puis tout le monde se bat. Vous voyez, le cadre de concertation se déchire. Qui vous dit que le clergé aussi parfois ne se remue pas. Qui vous dit qu'il n'y a pas... Vous avez parlé des protestants tantôt. Vous voyez, on divise le pays. Hein? Les chérubins séraphins aussi s'est levé. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est de la responsabilité de ceux-là de faire ce qu'ils font là? Est-ce que c'est ça le politique? Pour moi, c'est ça l'essentiel. C'est eux la faute. D'abord, dénonçons ça et après, on pourra dire au cadre, mais vous aussi, hein, vous aurez pu face à tel acteur. Gaspard, il faut parler dans ce sens. Oui, non. Moi, je pense beaucoup plus à ce que dit William quand il dit ils se sont fait manipuler. Et c'est en cela que moi, je ne suis pas de l'avis de Virgile qui dit c'est les autres qui ont d'abord tort. Non, quand vous êtes à ce niveau de conscience, quand vous devez être à ce niveau de moralité, vous ne devez pas céder à ces genres de pression ou à ces genres de comment je vais dire, à ces genres d'avantages. Moi, je pense que quand vous vous dites religieux, quand vous dites cadre de concertation des religions, vous êtes à un niveau moral où vous ne devez plus céder à ce genre de choses. Vous devez être à un niveau, quand vous parlez, vous parlez et pour vous-même et pour les autres. C'est des erreurs. C'est à quoi? Parce que l'Union islamique l'Union islamique du Bénin qui se retire n'a pas dit voilà la raison pour laquelle je me retire. Non, des convenances. C'est un mot bateau, on ne sait pas ce qu'il met dedans. Mais c'est de vous qu'est arrivé l'argument que c'est le code qui les divise. Non, c'est clair, non? J'en conviens. Le code a divisé. Oui, bien sûr. Les religieux. Oui. Mais c'est le code, c'est pas des questions de religion ou des questions, comment vous allez dire, de confession qui les divise. Ça ne les a jamais d'ailleurs divisés. Mais ce qui les divise, c'est justement ce dont nous parlons. Et c'est surtout le code. Vous savez, le code a beau avoir ses problèmes. C'est d'abord le problème des politiques. Et la politique, c'est une affaire de rapport de force. C'est vrai que peut-être... Le code est un problème de tous les Béninois. Parce oui, que non, le corps électoral, d'accord. C'est tous les Béninois en âge de voter. Je suis d'accord. Mais ce que je tente d'expliquer, je ne dis pas que c'est pas la chose... J'ai dit c'est d'abord la chose des politiques parce que c'est d'abord, ça réglemente d'abord leur accession et autres pouvoirs. Et vous savez, c'est des gens qui sont dans les rapports de force. Moi, aujourd'hui, je suis le plus fort. J'essaie de mettre des éléments qui vont arranger mon camp dans le code. Ça peut être fait de façon maladroite. Il a un niveau, il a une limite. Oui, il a un niveau, il a une limite. Je crois que les limites sont dépassées. Voilà, c'est pour ça que je dis, on peut l'avoir fait de façon maladroite. Et donc, c'est pour ça que nous disons, il faut des recours. Mais aujourd'hui, de toutes les façons, si nous en sommes là où nous sommes, c'est parce que aussi l'opposition, ceux qui semblent dire qu'ils ont tort, ceux qui semblent dire qu'ils ont été lésés, ils n'ont plus d'autre voie de recours que de se rabattre peut-être sur le peuple, sur les confessions. Non, absolument, puisque oui, c'est aussi ça. Si le débat en arrive aujourd'hui, les confessions religieuses sont obligées de prendre la parole. Si on est obligé de faire recours à la rue, si on est obligé d'appeler au soutien, c'est parce que, puisque normalement, si ça passe au Parlement et que ça semble biaisé, on peut saisir des instances qui sont habilitées à arbitrer. Mais vous me faites comme si la Cour constitutionnelle n'a pas encore parlé. Non, je dis, c'est parce que les gens n'ont plus foi en ces structures que nous en sommes au débat où nous en sommes. C'est ce que, j'ai pas dit que la Cour n'a pas parlé, mais je dis si la Cour avait dit
Ce que vous souhaitez qu'elle dise, peut-être Ce qu'on ne que serait la pas. nation souhaite. Ce que la nation souhaite peut-être. William. Moi, je dis une chose. Oui. Vous voyez, nous faisions des fêtes électorales avant 2019. Je ne lis pas 2019 forcément à la tête de Patrice Talon, mais des lois électorales, un processus électoral, des pièces électorales nous ont amenés à prendre les fusils les uns sur les autres dans ce pays pour des élections. Ça n'était jamais arrivé, même Soglo ayant perdu le pouvoir, on n'a pas vu ça. Les textes électoraux nous ont amenés, pour un pays habitué à une trentaine de candidats, à 3 candidats dont 2 Siamois ressemblaient dans l'opinion de tous à un bon ami de balade du président de la République pour légitimer son scrutin à la Delmadine Tebboune ou Paul Kagame. Des candidats de convenance. La convenance qui revient encore. Ça ne nous ressemblait pas. Nous, laboratoire dit de la démocratie, gros jaloux et fiers de notre alternance démocratique, de notre processus démocratique qui, avec cet art, faisait son bonhomme de chemin et qui a dégringolé à bien des égards aujourd'hui. Nous, on a envie de revoir nos fêtes électorales et les verrous qui, entre-temps, nous ont fait reculer, ont été renforcés. Nous craignons la banqueroute. Nous craignons les dévoiements les plus cyniques qui soient dans notre histoire. Au nom de cela, l'alerte est là. Et à qui veut l'entendre ou qui sent cette cause. Et justement, c'est en cela que je le rejoins par Gaspard. Pour moi, je dis tous les Béninois en âge de voter qui ont ce droit civique là de choisir leur gouvernant, eux-mêmes d'abord sont éligibles et ensuite ont le pouvoir, ont les prérogatives selon les textes régionaux et nationaux que nous avons de ne pas se faire censurer par quelqu'un dans le choix du gouvernant, de choisir qui ils veulent et de lui confier la mission qu'il désire dans les pouvoirs qui sont ceux pour lesquels nous allons au suffrage dans notre pays. Au nom de cela, ces principes sont trop grands. On les a un peu trop bafoués ces dernières années. On a cette trop grande envie de les retrouver à ce point qu'il ne faut pas que des colorations politiques nous divisent. Parce que Vigile tentait de montrer que jusque-là, on ne sait pas si ce sont les politiques qui ont envoyé le cadre de concertation les ont manipulés. Mais c'est évident aujourd'hui, avec la forme de discorde, qui se voit qu'en fait, l'idéal, l'objectivité, la hauteur et la neutralité n'ont pas prévalu dans le débat qu'ils ont fait pour venir nous lire ce qu'ils ont lu. Et nous les appelons. Et nous appelons d'ailleurs, moi, c'est mon appel, de se faire à tous ceux qui viendront encore sur la question du code électoral. Nous rêvons de voir le code électoral changer. D'abord, nous sommes une certaine bonne partie de l'opinion est peut-être dérangée de ne pas voir l'Assemblée nationale s'en préoccuper dans la session qui s'ouvre. On va en parler sûrement. On va en parler. Et nous avons envie que le débat naisse, que pourquoi pas Talon a organisé un dialogue national. Il s'est trouvé un jour, on a appelé ça dialogue quand même malgré les conditions dans lesquelles on l'a organisé. Donc, si des actions peuvent nous amener à en arriver là, nous appelons de tous les vœux ces actions. Mais pas des actions qui vont encore nous faire sortir les mêmes perroquets de la rupture, qui viendront nous dire encore que ceux qui parlent sont trop de connivence avec l'opposition pour inhiber leur discours, alors que le discours, dans son fond, a l'obligation d'être écouté par tous les Béninois. Franchement, ce n'est pas le scénario auquel je voudrais qu'on assiste. Vigile avancé, est-ce qu'il ne faut pas emprunter le chemin qu'indique Gaspard Diamossi, les plaidoyers? Bien sûr. C'est l'un des chemins. Non, bien sûr, je suis d'accord. Mais quel chemin a déjà abouti à... Faut pas désespérer. À ces interlocuteurs dont il est question? Non, sincèrement. Mais faut pas désespérer. Non, est-ce que moi je suis prêt de désespérer? Non, moi non plus, mais moi je me pose des questions. Je crois qu'il faut continuer à parler, faire des plaidoyers, faire en sorte d'éviter effectivement des erreurs, n'est-ce pas? De manière crédible, et je dis encore une fois, mettre en exergue la faute, mettre en exergue les coupables. Voyez-vous? Et je crois que c'est ça que nous faisons. Moi, je ne suis pas de nature à m'attarder sur les erreurs des acteurs de périphérie, que nous sommes même nous, journalistes. L'opposition n'existe plus. Mais nous, on veut continuer à être journalistes, on veut continuer à parler librement, comme on est en train de parler ici ce matin librement.
Alors, on m'a dit, ah, Gaspard, ce qu'il dit là, oh, il est un peu teinté mouvance. Oui, il a vu telle personne avant de venir ici. Mais Gaspard va pas se foutre de ça pour ne plus parler. Il va pas au nom de ça ne plus parler. William ne dira plus. Non, non. C'est ça, justement. Moi, je crois qu'on ne doit pas... Moi, je n'ai aucun élément. Je dis, c'est pas impossible que le cadre de concertation... Mais si dans leur convenance, là, ils avaient dit un peu que ces gens-là, ils ont été... Bon, je pourrais valablement me prononcer. Ça aussi, c'est la convenance. Mais écrire ça de cette façon, c'est de la convenance. Oui, je suis d'accord, la convenance, mais après, vous allez au-delà de la convenance. Ne soyez pas surpris que dans les prochaines semaines, qu'au sein de la même Union islamique, que d'autres voix discordantes à la convenance surviennent. Absolument, comme on l'a déjà vu avec le cas de Parakou. Voilà. Mais cette fois-ci, je crois qu'ils ont été très loin parce que ils ont pu retirer carrément l'Union islamique du cadre de concertation. Donc, les gens vont bouder. Et je crois même que... Parce que tout ça, c'est... On m'a dit, c'est fictif, hein. Quand on parle du cadre islamique, mais Boni Yahi a aussi ses imams. Hein. Non, l'Union islamique est aussi... les généralement sur la braise est souvent divisée. Divisée, bien sûr. Oui, par rapport à sa présidence, par rapport à la gestion. C'est souvent des... Tout à fait. C'est une union qui ne connaît pas la symphonie de l'harmonie tout le temps. C'est une évidence. Oui, et pourtant, on a dit la paix. On a dit la paix. Ou alors dites-moi que non, ce qui est là ne menace pas la paix. Nous convenons tous que ça menace la paix, mais si il y a des chantres du régime pour dire que ce code n'est pas faire. Oui, mais ceux-là, c'est les abonnés de la rupture. Vous êtes d'accord, non? Mais c'est normal, ça également c'est normal, puisque eux, c'est le camp qui a gagné. C'est le camp de cette ingénierie qui a pu s'imposer aux autres. Donc c'est normal qu'ils défendent leurs choses. N'est-ce pas? Mais les religieux, leur chant d'expression par excellence, c'est le chant de la paix. L'Union islamique qui désespère. Nous estimons qu'il est désormais dans notre intérêt de nous concentrer sur notre mission, nos activités spécifiques qui nécessitent une attention, une orientation particulière. Et Vigile n'a pas vu la convenance. Vigile n'a pas encore compris la convenance. On a tout compris. Donc, elle sera désormais loin des questions apparemment, c'est ce qu'ils nous disent là. Alors, mais ils seront rattrapés tôt ou tard par les questions, parce que les fidèles en fuite, les fidèles qui prennent la clé des champs ne viendront pas prier à la mosquée. Ils n'auront pas aussi la quête. Oui, bon. Voilà, donc tôt ou tard, les religieux ont un grand rôle parce qu'ils sont bien écoutés, ils savent jouer sur des fibres pour lesquels les populations sont sensibles, et ils ne doivent pas rester loin du débat politique lorsqu'il n'est pas ne relève pas de l'ordre de la politique politicienne. Lorsque le débat politique a des enjeux nationaux, des enjeux sociétaux d'une certaine portée, le religieux doit pouvoir dire son opinion. Vous voyez, par exemple, je ne rêve pas d'un mouvement islamique béninois aussi fort que celui sénégalais, par exemple, mais ailleurs, tout ça compte. En fait, nous n'avons pas une chefferie traditionnelle qui fasse... Les rois chez nous, ils font susciter des candidatures de candidats. Ils n'ont pas cette étoffe. Ils n'ont pas cette étoffe. Donc, si nous pouvons... Ils sont bien partisans. D'abord, il y a une loi pour eux, désormais, pour les réglementer un peu, là. Donc, en fait, nous n'avons pas encore atteint ce niveau. Donc, si nous pouvons chercher refuge chez des personnalités qui, entre-temps, dans l'histoire de notre démocratie, parce que les religieux, vous savez ce qu'ils sont dans notre histoire, dans notre marche, pour un mieux-être dans l'état de droit et la démocratie dans ce pays. Si ce rempart peut nous être utile, ne le galvaudons pas tout de suite. Travaillons à le couver encore un peu plus, à le renforcer et à ne pas le fragiliser. Et aux politiques qu'ils font aujourd'hui, ils oublient qu'un jour, ils passeront de l'autre côté, même s'ils seront d'éternels flâneurs, et que par renégat, s'ils finiront encore par être avec le prochain chef, peut-être c'est à eux un jour d'être les lésés et de trouver que les religieux sont en train de prendre fait et cause pour leurs dissidents ou contre leurs détracteurs. En fait, il y a des gens qui sont censés être, c'est comme des pères et mères de la maison. Ils sont censés être les géniteurs de tous les enfants au point où ils n'ont pas à prendre parti pour un des enfants. Sinon, la maison risque d'être en feu.
Mas Gaspard Adjamossi, en tant que journaliste parlementaire, vous avez observé cette troisième session extraordinaire s'ouvre ce matin sans le point code électoral inscrit à l'ordre du jour, malgré le tollé qu'on a dans la République. Oui, l'ordre du jour. Une session extraordinaire s'ouvre sur un ordre du jour précis. Et dans le cas d'espèce, je crois que ce qui préoccupe le plus les députés, c'est d'abord le budget. Ensuite, je crois qu'il y a deux autres points, la désignation des représentants de l'Assemblée nationale au CES, et puis une résolution pour la révision du règlement intérieur. Et à ma connaissance, il n'y a pas un projet, une proposition de révision. On peut susciter la voiture, non? Non, je ne pense plus qu'on en soit à cette étape-là, à cette étape de seconde lecture, puisque le chef de l'État a déjà promulgué la loi. Et donc, il faut déjà qu'il y ait une proposition, un projet sur la table des députés, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est évident que ce dossier ne peut pas être appelé comme vous le souhaitez et pour cette session extraordinaire qui s'ouvre. Espérons que cela soit rattrapé lors de la session budgétaire qui s'ouvrira bientôt. Mais vous savez, nous avons passé le temps à parler du cadre de concertation et autres. Je crois que sur le sujet, j'ai écouté, si je ne me trompe au micro de William, des personnalités comme Maître Robert Dossou, Théodore Olo, qui ont opiné sur le sujet. Vous savez, quand vous avez une légitimité, ça coule de source. Moi, je les ai écoutés, pointus dans les analyses et autres. C'est vrai qu'on a essayé de leur jeter l'anathème, mais je crois que ce qu'ils ont dit, c'est rester dans l'opinion. Et je crois que c'est cette légitimité qu'on doit aussi réclamer du côté de ceux dont nous parlons, et des religions. Et ce que je voudrais dire en réalité, c'est qu'on n'entend pas aussi suffisamment les politiques sur le sujet. Ceux qui sont concernés, et ceux qui sont concernés aujourd'hui, c'est ceux qui se réclament surtout de l'opposition politique. Que font-ils? Que font-ils? Ils en parlent quand même. Non, ils en parlent. Est-ce qu'il y a une proposition de leur part sur la table de l'Assemblée nationale? Ils peuvent le faire et qu'on rejette. Il faut qu'ils fassent aussi des propositions alternatives, qu'ils agissent. Il ne s'agit pas d'aller de façon éparse au niveau des micros et de dire un certain nombre de choses. Il faut qu'ils s'organisent. On n'a pas le sentiment aussi qu'il y a cette organisation. Vous allez me dire qu'on les étouffe, mais non. Et parfois, j'ai vu plusieurs propositions de loi d'amnistie sur la table. Ça émane d'eux. Par rapport au code, ils peuvent également agir, même si a priori, ça ne passera pas. Qu'ils le fassent. Ils ne le font pas suffisamment, à mon avis. William, vous observez également les démonstrations sur le sujet. Fatigués. Ils sont fatigués, ils n'ont pas les moyens. Ils manquent de moyens. Bon, ils manquent de moyens. Ils ont le financement public. Bon, bien sûr. Financement public. Bien sûr. En fait, ils sont fatigués aussi, peut-être d'en parler, ou ils se rétractent pour chercher les moyens. Mais vous savez, nul ne doit mieux en parler qu'eux. Au nom de cela, ils n'ont pas le droit à la fatigue. Bizarrement, ou ironie du sort, ils sont les seuls à être de l'opposition au Parlement. De jour comme de nuit, ils sont les sentinelles de ce code électoral, si tant est que l'alerte qu'ils sont en train d'appeler le peuple à comprendre est toute évidente et doit se faire ressentir par tous. Ils sont également le porte-voix de ces petits groupuscules d'intellectuels, de la société civile qui, d'une manière ou d'une autre, ont de petites initiatives autour du code électoral. Au nom de cela, tout le monde peut manquer d'énergie, sauf eux, et ils doivent, pour moi, davantage se renforcer. Parlant aussi de Parlement, je parlerai de la mouvance présidentielle. Après l'émotion, la bagatelle de communication autour du code électoral, l'ancrage, le populisme déguisé en reddition de comptes autour, est-ce que ce n'est pas le moment de prendre un léger recul, même dans le camp de la mouvance présidentielle, pour se poser des questions de fond? Pourquoi un député, il a un cabinet? Pourquoi le député est un élu national, pas l'élu d'un parti, un peu comme ce que le code veut qu'on commence par avoir en 2026? Jusque-là, ils ont encore cette notoriété et cette légitimité. Pourquoi on ne prend pas un peu de recul pour s'asseoir, pour réfléchir dans l'antre des formations politiques, dans les formations, dans les écoles de partis? Au lieu de tout voir en blanc dans ces chapelles politiques, est-ce qu'il n'est pas, par objectivité humaine, utile de voir un peu de l'autre côté? Moi, j'appelle à cela, et c'est dans cette démarche que je voudrais que le Parlement se mette. Il y a une pétition sur cette question qui est en cours de signature. J'espère que on verra d'un peu
plus près et un peu plus de culture politique amènera nos leaders ou nos députés à l'Assemblée nationale à comprendre le signe de ces messages, à décrypter les signaux de ces actions dans une démocratie. Parce que ne nous leurrons pas là-dessus. Il manque aussi un peu d'information ou de conscience, de formation de conscience de ce point de vue. Des gens qui ne réfléchissent que par Patrice Talon, des gens qui ne sont députés que par redevabilité. Comprenez qu'ils ne maîtrisent pas l'enjeu de ce pourquoi ils sont là. Et il faut le leur dire sur les antennes, un peu comme nous le faisons ici. Il faut leur rappeler que leur mission, c'est d'écouter ces franges de la population. Être député, ce n'est pas venir seulement susurrer à l'oreille du ministre dont on est proche ou du ministre de sa circonscription électorale. Il n'y a pas de route dans mon quartier. Être député, c'est aussi ça. Et c'est d'abord ça, le mandat de représentativité de ces près de 13 millions de Béninois que nous sommes. Vigile avancé, l'Assemblée nationale garde silence sur ce dossier pour le moment. Ben, tout est parti de l'Assemblée nationale. Et la majorité qui a, n'est-ce pas, traduit le rapport de force en l'état, en ce code électoral dont nous parlons aujourd'hui, cette majorité n'a pas changé. Donc, ce qui aurait été étonnant, c'est que ça soit à l'ordre du jour, bien que l'opposition aussi aurait pu proposer un point à l'ordre du jour. Est-ce que vous trouvez l'opposition paresseuse en griffe sur cette question du code électoral? Est-ce que c'est seulement paresseux? Je crois que c'est gentil même de trouver qu'ils sont paresseux. Ces gens-là ne savent même pas ce qu'ils veulent. Et ils font partie du problème du pays. Non, disons clairement les choses. Je suis d'accord avec Virgile. Non, mais on parle du cadre de concertation, on parle de ceci, de cela. Mais c'est eux, non, aussi. C'est d'abord leur combat. C'est d'abord leur combat. Ils sont illisibles. On est à la veille d'une échéance électorale. Ils s'entremêlent dans leur propre parti. Autour, ils veulent faire allier d'autres opposants qui, bien teintés par quelques anciennes bribes de mouvance, tiennent encore les ficelles. En fait, c'est un gros panier à crabe, plus grand que celui des deux soi-disant blocs que nous avons du côté de la mouvance présidentielle. Donc c'est ça, l'opposition qu'on a. Et moi je dis, face à un contexte comme ça, le code électoral, ce n'est pas une affaire de l'opposition seulement. C'est en cela que les confessions religieuses ont raison. Ce n'est pas une affaire de politique de l'Assemblée seulement. Il faut considérer que cette opposition-là n'existe pas. Peut-être les acteurs politiques, d'autres acteurs politiques peuvent sortir, n'est-ce pas, de terre et s'affirmer, s'afficher comme opposition, faire la connexion avec ceux qui sont à l'Assemblée, parce que ceux qui sont à l'Assemblée, ça reste quand même une tribune, hein, visible, qu'on le veuille ou non. Faire en sorte d'insuffler de force à cette opposition, si elle est encore vivante à l'Assemblée, là, pour voir ce que ça va donner. Mais je crois qu'il faut que chacun puisse voir de sa position ce qu'il a à faire. Pourquoi pas ces diverses voix critiques contre le code électoral, voir dans quelle mesure, de manière concrète, avec, pourquoi pas même la plateforme, vous avez parlé de cela tantôt, William, voir si enfin les seigneurs disent, oui, on ouvre un peu de brèche, qu'est-ce qu'il faut corriger, qu'est-ce qu'il faut proposer. Je pense qu'il faut aller au-delà maintenant de la dénonciation, aller au concret. Est-ce que ce que le clergé a fait, parce que ça c'est déjà du concret, est-ce qu'on peut aller au-delà? Est-ce qu'on peut améliorer? Est-ce que c'est proche d'une codification pour entrer dans une loi? Je crois qu'il y a du concret à faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme minimum? Quel est le maxi qu'on peut demander? Je crois que si on ne le fait pas, on va être surpris. L'échéance. Ils en ont les moyens, vigilants aussi. Les moyens, c'est quoi? Les moyens, c'est la volonté d'abord. Les moyens, c'est quoi? Et puis, vous savez, chez nous, je ne veux donner des idées à personne, mais vous savez, chez nous, par exemple, les gens évoluent chacun de son côté. Ailleurs, les gens allaient créer un front de tout ce qu'ils veulent, la révision de la Constitution, que ce soit des religieux, que ce soit du code électoral, pardon, que ce soit ceux qui sont de la confession, des confessions religieuses, ceux qui sont de la société civile, les politiques, et tout le monde, on est dans un front, et on réfléchit et on lutte pour obtenir ce qu'on recherche. Mais vous allez constater au bénéfice du peuple. Bien, bon, oui, bien sûr, bien sûr. Quelqu'un a demandé le numéro du peuple. C'est qui le peuple? Merci à vous, William Cliquant, Vigile Avancé, Mas Gaspard Djamossi. Que dit la presse? C'est fini pour ce numéro.